Bonjour, bienvenue sur cette capsule vidéo consacrée aux accords de recherche et développement et aux questions de propriété intellectuelle et de droit de la concurrence qui y sont liées. Comme nous allons vous le montrer, développer un projet de recherche et développement en commun nécessite de soigneusement régler les questions de propriété intellectuelle dans votre contrat. Et cette mécanique contractuelle doit également être analysée au regard du droit de la concurrence afin d'assurer la validité du contrat ainsi conclu. Alors, quels sont les risques et opportunités d'un projet de recherche et développement en commun? Les premiers risques auxquels on pense spontanément lorsqu'on envisage un projet de recherche en commun sont le fait que l'on va devoir partager des éléments confidentiels liés à l'activité de son entreprise. Donc ça, c'est le versant négatif, le risque qui est lié au partage du projet de recherche avec un partenaire. L'aspect positif, c'est que l'on va pouvoir bénéficier de son côté de l'expertise du partenaire pour améliorer ses propres éléments de propriété intellectuelle. Et donc, pour trouver un équilibre entre le risque et l'avantage, il convient de bien gérer dans le contrat les aspects de confidentialité. Un autre élément qui est souvent invoqué dans ce type de projet, c'est le fait que le partenaire de recherche peut ultérieurement devenir un concurrent. Mais il ne faut pas négliger non plus le fait que grâce à la collaboration avec ce partenaire de recherche, on va pouvoir soi-même acquérir une meilleure connaissance du marché et on pourra éventuellement anticiper des développements sur son propre marché. Et donc là, ce qui est important d'un point de vue contractuel, c'est de gérer adéquatement l'utilisation qui peut être faite des éléments divulgués aux partenaires. Et enfin, un troisième élément qui est souvent invoqué lorsqu'on discute ce type de partenariat, c'est le fait que l'on va devoir partager les droits de propriété intellectuelle sur les résultats de la recherche en commun. Effectivement, on est bien obligé de partager puisque l'on développe ces résultats en commun. Certes, ça fait perdre une maîtrise, la totale maîtrise sur cette exploitation, mais d'un autre côté, cela permet éventuellement de s'ouvrir à de nouveaux marchés auxquels on n'aurait pas eu nécessairement accès si on avait développé les activités de recherche et développement de manière isolée. Et donc là, la clé du succès du projet de recherche en commun, c'est de soigneusement organiser le partage des droits d'exploitation sur les résultats dans le contrat. Alors le partage des droits sur les résultats de la recherche en commun doit être envisagé en fonction de la nature du projet de recherche. C'est ce qui va déterminer le potentiel d'exploitation. Ensuite, une fois qu'on a identifié ce potentiel d'exploitation, la question du partage des droits entre les partenaires de recherche va s'organiser souvent en fonction de critères tels que la valeur économique des apports respectifs ainsi que la stratégie commerciale de chacun des partenaires. Alors, ce qui est également important à considérer dans le partage des droits de propriété intellectuelle, ce sont les liens entre les résultats de la recherche en commun et les éléments préexistants de chacun des partenaires. Donc la situation est plus complexe à gérer lorsque les résultats développés en commun sont liés à des éléments préexistants, parce qu'alors il convient d'organiser dans le contrat les conditions d'accès aux éléments préexistants appartenant à l'autre partenaire, ainsi que les limites d'accès, donc à savoir les royalties éventuelles, la durée des droits d'accès, ce que l'on peut faire des éléments préexistants, et question délicate également, la question du droit de sous-licencier l'accès à ces éléments préexistants. Donc toutes ces questions doivent être soigneusement organisées dans le contrat de partenariat. La dernière question essentielle à envisager lorsque l'on discute d'un partenariat de recherche et développement en commun, c'est la question de la confidentialité. Donc la confidentialité est importante pour assurer la protection par les droits de propriété intellectuelle à un stade ultérieur, puisque la divulgation des éléments liés à la recherche peut compromettre
Si on n'a pas encadré ça soigneusement au niveau confidentialité, cela peut compromettre la brevetabilité éventuelle de ce qui est développé en commun. Donc d'un point de vue contractuel, on va devoir organiser la gestion de la confidentialité. Cela passe par la définition de ce qui est confidentiel, de ce que les parties peuvent faire comme usage des éléments confidentiels qui leur sont divulgués, ainsi que la question de l'accès éventuel de tiers aux éléments divulgués. Donc toutes ces questions doivent également faire l'objet d'une attention particulière dans le contrat. Et parfois se pose également la question du renforcement de la confidentialité par la combinaison de la clause de confidentialité avec des clauses de non-concurrence, ce qui nous amène aux questions suivantes. Il s'agit ici, la question qui nous intéresse est celle de savoir dans quelle mesure le droit de la concurrence va régir, limiter les accords de recherche et développement en commun. Pour répondre à cette question, en fait, il faut rappeler d'abord les principes. Il faut rappeler que deux entreprises rivales qui collaborent, c'est une restriction de concurrence, en principe interdite. En principe, deux entreprises rivales ne peuvent pas collaborer. Toutefois, par exception, et l'exception est large, deux entreprises rivales peuvent collaborer, notamment pour conclure un accord de recherche et développement en commun, lorsque l'accord permet de dégager des effets qu'on qualifie de pro-concurrentiels, tels que par exemple le développement d'un nouveau produit, le développement d'une nouvelle technologie, et que ces effets pro-concurrentiels dépassent les effets anticoncurrentiels qui résultent de l'aplanissement de la concurrence entre elles. Évidemment, la question de savoir si l'accord, la mise en balance des effets pro-concurrentiels et anticoncurrentiels est légale ou illégale a des conséquences importantes, puisque si l'accord est illégal, il peut être sanctionné deux fois. Il peut être sanctionné une première fois par la nullité de l'accord, ou la nullité de la clause qui serait dans l'accord illégal. Cela a deux conséquences. La première, c'est que le partage des résultats de la recherche est dorénavant compromis. Et bien sûr, ensuite, la stratégie d'exploitation commerciale des résultats de la recherche, de la technologie, est elle-même mise en question. Et puis, deuxième sanction, toujours possible, puisque les règles de droit de la concurrence sont des règles d'ordre public, l'autorité publique peut intervenir pour imposer une amende aux entreprises qui auraient conclu un accord de recherche et développement en commun qui serait anticoncurrentiel. La deuxième question porte sur la question de savoir s'il n'y aurait pas des accords de recherche et développement qui seraient clairement légaux, même si conclus entre des entreprises concurrentes. On peut donner quelques exemples de contrats de recherche et développement entre entreprises concurrentes qui sont clairement légaux. Ce sont d'abord les accords de recherche et développement qui seraient de purs accords de recherche et développement, c'est-à-dire qui n'emportent aucune contrainte quant à l'exploitation des résultats de la recherche. Ce sont ensuite les accords de recherche et développement qui concernent de la recherche qui interviendrait à un niveau précoce. Donc c'est par exemple la recherche fondamentale, la recherche qui est très éloignée de sa possible exploitation sur le marché. Et puis il y a ces accords qui sont en fait, quand on les analyse vraiment, qui sont des accords qui n'unissent pas des entreprises concurrentes. Ce sont des accords entre entreprises non concurrentes. Cela intervient par exemple lorsque une entreprise requiert d'un centre de recherche universitaire qui n'est pas actif sur le marché de faire de la recherche. C'est un accord d'externalisation de recherche. Dans ce cas, le centre de recherche académique fait la recherche, est financé par l'entreprise, mais l'entreprise bénéficie de 100% des retours sur investissement, de 100% des droits sur le résultat de la recherche. Il y a une seconde illustration qui peut être donnée pour ce type d'accord, c'est le cas des accords entre entreprises qui ne pourraient pas, à elles seules, mettre à terme, mener à bien le contrat de recherche, le projet de recherche et développement, parce qu'elles n'en ont pas les capacités suffisantes. Alors, cela peut être des capacités de ressources humaines. Une entreprise à elle seule n'aurait pas les ressources humaines, les chercheurs suffisants pour mener à bien l'accord.
Ça peut être des capacités financières, ça peut être des capacités matérielles. Une entreprise n'aurait pas à elle seule les outils informatiques éventuellement, pour mener seule à elle-même à bien le projet de recherche. Si la collaboration est nécessaire entre ces deux entreprises, il n'y a pas finalement de cessation de la concurrence entre elles, puisqu'elles ne pouvaient pas se faire concurrence pour mener à bien ce projet de recherche et développement. Dans ce cas de figure, le droit de la concurrence n'intervient pas, ne sanctionne pas, et l'accord ne soulève pas de problème. Il est possible de donner 3 exemples de types d'accords de recherche et développement en commun qui posent à coup sûr un problème au regard du droit de la concurrence. Le premier, c'est l'accord de recherche et développement en commun qui interdit aux parties, aux entreprises qui l'ont signé, de poursuivre de la recherche dans le secteur concerné par l'accord ou dans un autre secteur. Le deuxième type d'accord est l'accord qui fixe le prix pour les produits ou technologies qui seront mis au point grâce à l'accord de recherche et développement en commun par le partenariat de recherche et développement en commun. On ne peut jamais fixer en commun les prix en droit de la concurrence. Et puis, il y a les accords qui interdisent les ventes passives. Ce sont les accords qui interdiraient à une entreprise, au terme du projet de recherche et développement en commun, de répondre aux demandes spontanées qui leur seraient faites par les consommateurs pour se fournir dans la technologie, dans le produit mis au point grâce à l'accord de recherche et développement en commun. Lorsqu'un consommateur prend naturellement, spontanément, l'initiative de contacter l'une des deux entreprises pour lui demander « vous serait-il possible de me fournir le produit que vous avez mis au point, la technologie que vous avez mis au point », l'entreprise doit toujours pouvoir y répondre. Il n'est pas possible d'interdire à certaines catégories de consommateurs qui viendraient par exemple de certains territoires, qui seraient actifs sur certains marchés, de ne pas pouvoir être servis par l'une des deux entreprises qui a conclu l'accord. Donc nous avons vu des accords qui étaient certainement illégaux, des accords qui étaient certainement autorisés. Il en existe encore d'autres types. Nous n'avons pas pu faire trop long, être exhaustif. Il existe encore des accords qui ne rentrent dans aucune de ces catégories certaines. Les accords qui sont plutôt des accords en zone orange plutôt que rouge ou verte. Dans ces circonstances, il est conseillé aux entreprises, avant de signer le contrat, de prendre l'avis d'un professionnel, tout à la fois pour la rédaction du contrat, mais aussi pour une évaluation de la légalité de celui-ci. C'est éviter les mauvaises surprises ultérieures.